Bonjour tout le monde, bienvenue à votre émission de réinformation pour les familles. Cette émission qui est au cœur de vos préoccupations. Donc, bienvenue à cette portion du mercredi 10 novembre. Oui, les journées vont tellement vite, ça me fait plaisir de vous accueillir. Évidemment qu'on s'est rencontrés, pour ceux qui étaient là, et pour ceux qui l'ont vu en rediffusion, merci beaucoup pour vos partages et vos partage d'informations. Il y a plusieurs familles du Québec qui se questionnent et qui n'ont pas d'informations. Donc, c'est le but premier de cette réinformation pour nos familles. Le sujet d'hier était un sujet qui m'était particulièrement sensible, dans lequel j'étais à l'aise d'en parler, de soulever le voile sans porter de jugement, sans essayer de trouver la faute de ne serait-ce qu'un seul millimètre du côté de ces chers enfants. Mais le sujet me touchait grandement. Je venais chercher dans mes convictions, dans mes valeurs. J'avais énormément d'interrogations. Et le sujet d'hier était cette jeunesse queer et fière. Donc, l'LGBTQ+, 2, 3, X, Y, Z. Donc, d'où vient cette idéologie politique? Pourquoi avons-nous à ce point des transgressions, des valeurs sexuelles chez nos enfants de plus en plus jeunes? Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je suis une curieuse de nature. J'aime vraiment, vraiment savoir d'où ça vient, pourquoi qu'on en est rendu là. Donc, c'est souvent en allant regarder mon passé que je comprends un petit peu mieux mon présent. Donc, ça me fait un peu moins peur de savoir ce qui se passe dans d'autres mots. Ça m'effraie moins et ça me permet de mieux comprendre si je vais fouiller d'où ça vient dans le passé et de me dire, ben c'est ça, hein? C'est pas que c'était annoncé, mais c'est tout à fait clair qu'on en soit rendu là grâce à des techniques de grandes organisations, dont l'Organisation mondiale de la santé, qui se veut tout soudainement, non pas santé comme virus, vaccin, maladie, malaria, non, qui tombe tout à coup, depuis plusieurs années, qui tombe sous l'emprise de la santé sexuelle. Donc, cette santé sexuelle, je vous démontre ce matin mes premiers pas vers les réponses. Effectivement, je suis tombée sur les standards pour l'éducation sexuelle en Europe. Il faut savoir ici que ce soit en Europe ou au Canada ou partout dans le monde. Ces pays occidentaux sont pris avec ces cadres de référence pour les décideurs politiques, les autorités compétentes en matière d'éducation et de santé et les spécialistes. Je suis très curieuse de savoir qui sont ces autorités compétentes. Parce que tranquillement, pas vite, c'est cette tangente qu'on voit, c'est ces rapports qui sont émis et qui s'en vont directement dans nos écoles. Vous me direz, il n'y a aucun souci à faire de l'éducation sexuelle dans nos écoles. En fait, on peut même y voir du bon. C'est laisser cette autorité parentale complètement de côté. On décharge notre autorité parentale, nos droits, nos valeurs, ce que nous voulons inculquer à nos enfants, et on les met dans les mains des États, des personnes compétentes. Ben, heureusement, je suis tombée sur les explications de Marion Sigaud, qui est une grande femme de lettres, une grande activiste, qui, je l'apprécie tellement pour ses paroles justes, une femme qui a mis tout son cœur et sa vie dans le combat et à la défense des droits des enfants. Et c'est avec ce vidéo que je vous amènerai à aller poursuivre. Je vous en ai sorti qu'un extrait de cette dame qui nous parle justement de cette emprise de l'OMS par rapport aux droits sexuels. Elle nous le dépeint au point de vue de cette propagande pure et dure qui passe sous le nez, sous le radar de trop de parents. Et je vous présente immédiatement, on écoute l'extrait de Marion Sigaud.
L'Organisation mondiale de la santé ne se contente pas de préparer une campagne mondiale de vaccination qui permettrait à Big Pharma de s'en mettre plein les poches et à Bill Gates de préparer le puçage intégral de la population mondiale, apportant la touche finale au projet cauchemardesque d'Aldous Huxley dans le meilleur des mondes. En matière de santé, l'OMS s'occupe de bien d'autres choses que de virus et de vaccins, et voilà bien longtemps qu'elle se pique de parler de sexe, ou plus précisément de santé sexuelle. La santé sexuelle, c'est, je cite, l'intégration des aspects somatiques, affectifs, intellectuels et sociaux de l'être sexué, réalisés selon des modalités épanouissantes qui valorisent la personnalité, la communication et l'amour. Ah, on ne voit pas bien le rapport avec la santé, mais il doit y en avoir un quand même puisqu'ils le disent. En 2002, l'OMS peaufina sa définition de la santé sexuelle. Je cite. La santé sexuelle est un état de bien-être physique, mental et social dans le domaine de la sexualité. Elle requiert une approche positive et respectueuse de la sexualité et des relations sexuelles, ainsi que la possibilité d'avoir des expériences sexuelles qui soient source de plaisir et sans risque, libres de toute coercition, discrimination ou violence. Fin de citation. Ça se précise. Il serait donc sain d'avoir des expériences sexuelles sans risque. Quel risque au fait? La violence, ça se soigne, docteur? Et c'est quoi la discrimination? Ça a un rapport avec la santé? Si l'égalité demande que tout le monde soit traité de la même manière, l'équité sait qu'il faut discriminer pour être juste. C'est en discriminant les femmes que la loi, en 1892, entendit les protéger en interdisant de les faire travailler la nuit. Et c'est au nom de l'égalité que ce principe fut aboli et qu'aujourd'hui, n'importe quelle mère isolée peut aller revendiquer de travailler la nuit. Or, depuis l'invention des droits sexuels pour tous, il n'est pas de texte émanant des cinglés qui nous dirigent qui n'exige que nous luttions contre les discriminations. Au nom de l'égalité, bien sûr. Tarte à la crème du progrès que personne ne réclame, mais que nos élites exigent de nous. L'OMS ne peut œuvrer efficacement en faveur de l'égalité des sexes et de l'équité en santé sans examiner sa propre situation à cet égard. L'organisation s'engage en faveur de l'inclusion, de la diversité et de la parité homme-femme, ce dont témoigne la nouvelle équipe de direction du directeur général qui comporte plus de femmes que d'hommes. Il y a donc la parité quand il y a plus de femmes. Cela veut-il dire qu'il faut plusieurs femmes pour faire un homme? Disons-le tout net, l'OMS est à la pointe de la promotion des droits sexuels. La Déclaration des droits sexuels, publiée en 2008 par la plus que contestée Fédération internationale du planning familial, qui planifie la famille par la promotion à tout va de l'avortement pour toutes et vie du trafic de fœtus, a été validée par l'OMS en 2015 lors de la publication d'un document intitulé « Santé sexuelle, droits de l'homme et le droit ». Pour ceux qui ne savent pas encore, voici ce que sont les droits sexuels tels que l'IPPF, nom international du planning familial, les a définis en 2008. C'est le droit de jouir d'une sexualité indépendante de la reproduction et d'une reproduction indépendante de la sexualité. On a bien entendu. Il n'y aura plus aucun rapport entre faire l'amour et faire des enfants. Pourquoi? Parce que le sexe, ce n'est plus le moyen de se reproduire, c'est le moyen de jouir. Toujours est-il que la sexologie allemande d'avant-guerre fit la part belle à l'homosexualité et que de ce point de vue, il est aisé de comprendre que la chose avait peu à voir avec la reproduction de l'espèce. Séparer le sexe de la reproduction et la reproduction du sexe, la chose semblait couler de source pour ces praticiens de la sodomie. Mais revenons aux droits sexuels de l'IPPF. Quand on a compris que le sexe n'est plus relié à la reproduction de l'espèce, reste à comprendre qu'il nous sert à jouir et que jouir est devenu un droit. Un droit, il y a les droits de l'homme et parmi ceux-ci, les droits sexuels. Chacun doit pouvoir contrôler tout ce qui touche à sa sexualité en tenant compte des droits d'autrui et des capacités évolutives de l'enfant. À partir de 10 ans, un enfant peut donc jouir des droits sexuels, mais en tenant compte de ses capacités évolutives. Et ces capacités évolutives sont la seule restriction qu'on trouvera dans tous ces textes à l'attribution de tous les droits sexuels aux petits d'hommes à partir de 10 ans. Ça s'appelle les droits de l'enfant et on annonce bien ici qu'on se passera des parents. Les sociétés doivent créer des environnements au sein desquels l'enfant peut réaliser ses capacités maximales et se voir octroyer plus de respect pour sa capacité à prendre des décisions responsables concernant sa vie. De quel genre de décisions parle-t-on ici dans un manifeste pour les droits sexuels, sinon des décisions concernant la sexualité?
Les droits sexuels doivent pouvoir s'exercer, je cite, sans intrusion arbitraire ni limitation fondée sur des croyances culturelles ou l'idéologie politique dominante, ou encore sur des notions discriminatoires d'ordre public, de moralité publique, de santé publique ou de sécurité publique. Fin de citation. Voilà donc le programme. Pour faire valoir les droits sexuels des personnes, il faudra mettre de côté l'ordre et la moralité publique qui sont discriminatoires. Interdire une activité sexuelle en fonction de l'âge sera donc discriminatoire, donc interdit. Interdire le sexe aux enfants sera donc discriminatoire, on ne rêve pas. C'est bien ce qui est écrit. On va donc éduquer les parents à ne pas perturber les droits sexuels de leurs enfants. Donc, elle dépeint les objectifs de cette déclaration des droits de la santé sexuelle comme une politique de l'OMS criminelle, destructrice de la famille, de l'enfance, carrément. Et je trouve ça très intéressant lorsqu'on parle que l'accès à la relation sexuelle transactionnelle est permise chez les mineurs, que ce rapport parle constamment de masturbation. On tente d'informer l'enfant dès son jeune âge, d'informer l'enfant sur les plaisirs et la satisfaction de se toucher à son propre corps. La masturbation est omniprésente dans ce programme. Donc, elle nous lève le voile sur ce fameux standard pour l'éducation sexuelle en Europe. Vous voyez ici que c'est le produit, effectivement, de l'OMS et qu'il est reproduit partout dans le monde. On y voit ici, c'est quoi les grandes lignes de ce droit à la sexualité. Donc, on y voit le groupe d'âge 0-4 ans, oui, vous avez bien lu. Il a fallu vraiment que j'aille voir et vérifier pour en croire ce que nous disait Madame Sigon. Donc, effectivement, tout est là. Vous avez juste ici, plus clairement, les objectifs. On y parle dès l'âge de 0 à 4 ans, de reproduction humaine, de consolidation de son identité sexuelle. Ouf! Évidemment, de masturbation. Vous pouvez voir les plaisirs de la satisfaction liés au toucher de son propre corps. La masturbation enfantine précoce. C'est ce qu'on veut que le parent, en fait, l'autorité. Si ce n'est pas le parent, ça se passe à l'école, c'est ce qui est grave. La découverte de son propre corps et de ses parties génitales, ça c'est de 0 à 4 ans. Et aussi, on peut lui apprendre de devenir conscient de son identité sexuelle. Je vous amène dans la case juste à côté. Et bien sûr, ses propres besoins, ses désirs qui peuvent être comblés par de l'amour, pourvu que ça manifeste ses droits sexuels, pourvu que ça manifeste de l'amour, non-violence, et ça peut comprendre, bien sûr, vous l'avez compris, des attitudes sexuelles. Donc, on en est rendu à faire comprendre à nos petits, les tout petits. En fait, l'école s'approprie le droit de faire comprendre aux enfants que relations sexuelles, c'est permis en autant que ce ne soit pas violent. Et si tu décides de le faire en échange d'argent, ben, au moins protège-toi. C'est un peu les messages que cette fameuse, elle nous met en garde contre les déclarations des droits sexuels de l'IPPF. Donc, qui est aussi une autre association criminelle. Alors, elle a été acceptée en toute impartialité comme étant faisant partie de la santé. On y parle évidemment de non-violence, de droit à la sexualité chez les enfants. C'est à eux de décider s'ils veulent échanger de l'argent contre des rapports sexuels à l'âge de 13 ans. C'est leur affaire. Et on y parle abondamment d'avortement, puisque c'est eux qui ont emmené ce fameux débat sur l'avortement, ce droit à l'avortement des femmes enceintes jusqu'au 9e mois de gestation. Donc, ce sont évidemment des bébés prêts à naître rendus là. Donc, des crimes, des meurtres, de l'incitation à la pornographie, pourvu que ce ne soit pas violent. Hein. C'est très important. N'importe quelle pornographie, que tu y participes ou que tu y participes pas, l'important, c'est qu'il n'y ait pas de violence et qu'il n'y ait pas d'abus. Donc, pour eux, la violence étant le seul abus, il y a vraiment matière à s'inquiéter.
on va aller justement voir qu'est-ce que comporte ce fameux rapport, en fait, des droits sexuels de l'IPPF. On parle de 2015. Quand je vous parle d'aller voir qu'est-ce qui se passe dans le passé, c'est quelque chose qui a été mis en place bien avant 2015. Et on y arrive à ces droits de protection garantis aux personnes de moins de 18 ans et doivent tenir compte des capacités évolutives. Un mot à retenir, parce que pour eux, il n'y a plus d'âge pour avoir des relations sexuelles en autant que l'enfant a des capacités évolutives. Si l'enfant de 8 ans a des capacités évolutives pour avoir un rapport sexuel, why not? Il a le droit. C'est son droit. S'il a envie de changer de sexe, lui, hein? Petit bonhomme de 9 ans, on n'est toujours bien pas pour lui faire une petite crise. S'il a envie de changer de sexe, bien qu'il change de sexe. That's it. C'est écrit noir sur blanc dans ce rapport de droits sexuels par ces corrompus, hein? Ces criminels corrompus, mais qui font effectivement énormément de ravages en attendant. On a aussi ici, dans l'article 5 de cette Convention des droits de l'enfant, le concept de capacité évolutive. Le voyez-vous revenir constamment? Concept évolutif de l'enfant, il n'y a plus rien d'autre d'important. Et la charnière de deux notions. D'une part, le fait que l'enfant est acteur de sa vie et qu'il a le droit au respect en tant que tel. Là, j'ai un problème côté parental, là. C'est mon côté mère qui rage, là. Merci la vie, mes enfants sont adultes, majeurs et non vaccinés, comme dirait l'expression. Mais my God, que je ne permettrais pas qu'on vienne s'immiscer comme ça dans la vie sexuelle de mes enfants, c'est ouf, j'en shake. Donc, ces capacités évolutives sont éparpillées partout dans ces droits. Et j'espère que vous en comprenez l'importance de ce terme, l'importance où tout ce qui a rapport à la sexualité, c'est son choix. Donc, tout ce qui va à l'encontre des décisions des parents de vouloir protéger, tout rôle de parent étant ce premier rôle de protéger l'intégrité physique de votre enfant. Un rapport sexuel n'est pas du tout quelque chose qui devrait être en dehors des principes de la reproduction. Si tu n'es pas en âge de reproduire, et c'est ça en fait l'enfance, hein? Elle nous l'explique bien, l'enfance c'est la période que le petit être en développement va vivre juste avant l'apparition des premiers symptômes de la sexualité, c'est-à-dire l'adolescence, le juvénile et la sexualité, donc lorsqu'ils sont pubères. Merci, je cherchais le mot. La puberté, ce beau changement hormonal qui arrive chez la petite fille, 12, 13, 14 ans, si tout est mollo, et il n'y a pas d'âge. Cette puberté, cette ouverture vers ce flot d'hormones, hein? Le petit garçon, il en sait tellement plus qu'est-ce qui se passe dans son corps. C'est beau. C'est à fêter, c'est à célébrer. C'est le passage entre la vie de l'enfant et la vie de l'adulte en devenir. On appelle cette période charnière l'adolescence. Et je ne vois en aucun cas pourquoi cette barrière, ce petit segment de leur vie devrait être entaché par des propos de ce genre. Si vous ne les partagez pas en tant que valeur familiale, ôte-toi de là. Tu n'as pas d'affaires dans ma cour d'école. Ça n'a pas d'affaires justement à l'école, ce sujet concernant cette maltraitance. C'est scandaleux et c'est carrément incité à de la pornographie. C'est de la propagande et on y est très mal à l'aise et avec raison. La prochaine petite... Et la dernière, concernant l'IPPF, dans son droit à la sexualité, il nous parle ici du principe 3, qui est la non-discrimination, sous-tend la protection et la promotion de tous les droits humains. Donc, il conçoit qu'un contexte de non-discrimination sous-tend la protection des droits humains. On parle ici de préférence, de distinction, de préférence. Donc, dès qu'il a 10 ans, il peut avoir ses préférences, sa distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe.
on ne peut pas porter de jugement, ça serait discriminatoire au niveau de la distinction, de la préférence et l'âge. Vous avez bien lu. Il va être porté un sujet discriminatoire si vous abordez un sujet de sexualité, son droit à la sexualité à l'âge de 10 ans, par exemple, parce que ça serait jugé discriminatoire. S'il y a le consentement, pas le consentement éclairé, on est loin de là, mais s'il y a ce fameux, je le ressors ici, là, le concept de la capacité évolutive, je cherchais le mot, c'est des nouveaux mots qu'ils amènent dans notre vocabulaire. C'est des façons de conceptualiser l'inacceptable avec des beaux mots, des belles phrases de droits et libertés. Mais on parle ici d'enfants. Et on parle aussi d'autorité parentale parce qu'on les laisse complètement de côté, vos droits de parentalité, et au niveau de votre droit à défendre et à protéger. C'est aussi une obligation dans nos chartes qui sont de moins en moins importantes pour les dirigeants. Mais dans la protection de la jeunesse, le parent, l'autorité parentale, ce droit est dans l'obligation de protéger l'intégrité physique. Avec tous ces principes et ces concepts que l'école qui détient l'autorité parentale en votre absence, donc quand votre enfant est à l'école, c'est la direction d'école qui chapeaute ce rôle-là. Donc, c'est sous son autorité de cette direction que se passent ces crimes, cette éducation à la sexualité. Et aussi, j'ai oublié de vous parler de ces tableaux. On va y revenir immédiatement. Je vais aller le chercher juste un moment. Ils sont là. Oui, je reviens 2 petites minutes à ces concepts. C'est le programme d'éducation sexuelle qui est proposé, dont dès 4 ans. Vous avez ici le 0-4 ans. C'est vraiment pour le préscolaire. Le 4 à 6 ans. Hein, on a mis obligatoire le préscolaire à 4 ans sous le ministre Roberge avec la CAQ. Pourquoi ils ont trouvé ça si important et urgent d'aller placer le 4 ans à l'école? Bang, la même année que rentre ce programme. C'est très, très inquiétant. C'est d'autant plus inquiétant concernant l'âge, la discrimination à l'âge, le droit au rapport sexuel transactionnel. Les putes. Hein, on ne se le cachera pas, on va le nommer. Faire que l'enfant peut très bien se prostituer à l'âge qu'il veut, c'est son droit, c'est lui qui décide, c'est ce que disent les papiers. Et c'est vers cette tangente très, très, très négative et inquiétante que se dirigent nos sociétés. Il existe aussi une association qui protège les droits de ces enfants à pouvoir utiliser leur corps comme bon leur semble. Attention à ces propos, je vous propose une vidéo de Mathilde Bombardier qui est du PIMP, P-I-A-M-P, donc les PIMP. Non, il y a un A, c'est vrai. C'est un organisme qui se nomme PIMP. Ils ont vraiment mis un A minuscule pour dire que c'est bon, si tu mets un condom, si t'es protégé, là, il n'y en a pas de problème. Vas-y, c'était dans tes droits. Donc, on se revoit. Oups, je me suis trompée. On se revoit après ce court extrait parce qu'il y en a d'autres, malheureusement. Je vous laisse écouter Mathilde l'échange de Bombardier. services sexuels peut également être une source d'émancipation, qu'elle soit matérielle ou affective, et peut procurer aux jeunes une validation et une reconnaissance de soi, en leur donnant un pouvoir d'action sur leur propre vie. Ainsi, il existe autant de réalités que de jeunes qui échangent des services sexuels. Les aborder de manière unique, c'est nier tous ces chemins de vie. Sommes-nous capables, en tant que société, de dépaternaliser notre vision et de concevoir la sexualité des jeunes hors de tout contexte d'exploitation? Le PIAMP reconnaît les jeunes en tant que personnes ayant un pouvoir d'agir, qui peuvent avoir accès à une sexualité épanouie, libre et consentie, et ce, même en contexte d'échange de services sexuels. Le droit à l'émancipation. Eh oui, l'émancipation de cette forme-là. Les temps changent. Concernant le rapport que j'aimerais faire avec
les petits clubs de LGBTQ dans nos écoles secondaires qui s'adressent à des enfants de 12 à 16 ans. Oui, oui, ça se passe ici au Québec. On en a parlé c'était le sujet de l'émission d'hier. Mais elle disait, la journaliste, à quel point elle vouait une admiration pour ces jeunes. Pourquoi vouer une admiration pour des enfants qui font finalement rien d'autre que d'être mêlés? Ils ne sont pas en train de faire des prouesses, de développer leur intellectuel, de développer l'altruisme, de partir des projets de société qui protègent justement nos droits à être, oui, qui nous sommes, mais dans le respect de l'autre et dans le respect de nous. Commencer à apprendre aux enfants à se respecter d'abord, et ça s'apprend. Et non, et elle voue une admiration profonde pour ce mouvement. Donc, vous entendez le langage de ces lobbyismes du genre. Vous le savez qu'il y a quelque chose qui cloche lorsque vous comprenez qu'un sexe, il y en a deux. Et que finalement, quand on laisse ouverture à ces mots, il n'y a pas si longtemps, les gens avaient un sexe et maintenant, les gens avaient un sexe et les mots avaient un genre, nous dit Marion Sigon. Donc, elle aussi se questionne énormément de tous ces droits, de tous ces mélanges que nous apportons par ces programmes qui sont amenés par l'OMS, par des partis politiques corrompus à l'os et qui touchent directement la santé, l'intégrité et nos valeurs aussi en tant que société. Alors, c'est comme ça que je conclus ce sujet. Vous irez terminer les propos de Marion Sigon concernant ces droits à la sexualité de nos enfants. C'est un sujet qui nous concerne tous et c'est un sujet dont on n'a pas terminé d'en débattre. Je vous souhaite de passer une merveilleuse fin de journée et aussi de passer du bon temps de qualité avec votre famille. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour notre prochain rendez-vous sur la réinformation pour nos familles. C'était Carole Martel et je vous dis à notre prochain rendez-vous. À bientôt tout le monde.